Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Olivier, je te laisse te présenter. Si tu veux. Parce que voilà, ça va être. Moi, j'ai un profil un peu similaire à celui de Clémence, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une formation de sciences politiques aussi à la base. Et puis qui me retrouve maintenant dans un laboratoire. Alors, je suis dans un laboratoire à Paris qui s'appelle le LISE. Et qui est un laboratoire plutôt de sociologue quand même, donc j'ai l'impression que c'est aussi un peu ta trajectoire. En même temps, j'essaye d'être concentré sur ma clé USB que je vois pas. Ah, la voilà. J'aurais pas dû faire ça. non, mais ça va très bien. Mais bon, c'est pas... donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi je m'intéresse depuis quelques années à la question de... je vais en parler d'ailleurs justement, de la prise en charge de différentes formes de dépendance. Donc c'est un point commun aussi supplémentaire avec le travail de Clémence, puisque c'est un peu les mêmes types de services qui sont concernés dans les deux cas. Donc là, je vais vous présenter, alors là, il va y avoir en revanche un contraste important avec ce que Clémence vous a présenté juste maintenant, c'est que nous, on est plutôt au début d'une recherche et je pense que ça va se voir beaucoup. Donc je vais vous présenter des résultats qui sont en cours et qui sont issus d'une recherche financée par la CNSA et qui porte sur la rémunération des aidants. Alors on parle aujourd'hui de proches aidants, de personnes âgées en perte d'autonomie et de personnes handicapées. Donc c'est pas une mince affaire cette histoire de rémunération parce que c'est deux domaines qui sont très différents, PA, PH comme on dit chez les spécialistes de cette affaire, même si c'était pas très respectueux, personnes âgées, personnes handicapées. Et donc pour essayer de me caler, et en plus c'est vraiment une question qui bien évidemment est d'une importance massive quand on s'intéresse à ce secteur des services. Alors toi tu parles de services féminisés à domicile, moi on est plutôt dans les services d'aide et de soins à domicile, donc qui sont en interaction avec ce que font les familles. Et donc c'est vraiment aussi sur cette articulation-là que la CNSA nous a demandé de travailler. Donc je suis ravi de me poser cette question de la gender blindness, le cas échéant de ces dispositifs de rémunération. Mais en même temps, c'est vraiment pas une question centrale pour la Caisse. Donc la Caisse insiste beaucoup sur la place de la rémunération. Ils veulent vraiment savoir ce que le fait de payer les gens, de les dédommager, de les salarier, puisqu'il y a plein d'instruments différents, qu'est-ce que ça fait aux gens, qu'est-ce que ça fait aux familles, qu'est-ce que ça fait aussi à la relation d'aide. Mais alors là aussi, le projet de recherche, et la mission de recherche qu'on a reçue de la Caisse, elle était pour le coup vraiment gender blind, même si on découvre, et bien sûr en travaillant et en faisant des entretiens avec des aidants à domicile, on se rend compte qu'on tombe beaucoup sur des femmes, mais bien évidemment, je vais y revenir. Alors, je pense qu'autour de cette affaire d'aidance, c'est vraiment la question de la définition de catégorie qui est en jeu. Alors, il y a plein de définitions différentes de ce que c'est que l'aide et de qui sont les proches aidants. Quels sont les types de relations, de liens avec les personnes aidées, que ce soit des personnes handicapées ou des personnes âgées en perte d'autonomie, qui font qu'on peut parler de proches. On a parlé d'aidants naturels, vous connaissez sans doute ces débats. Donc, j'étais juste frappé en faisant cette préparation par le hiatus qu'il peut y avoir entre les définitions officielles, comme celle de la COFAS, qui est la Confédération des associations familiales au niveau européen. Donc si vous lisez juste rapidement la définition, on est sur une définition qui est très, je ne sais pas comment dire, elle est vraiment très descriptive au sens où on nous dit des non-professionnels qui viennent en aide à des personnes dépendantes de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Bon, et puis ensuite il y a une liste d'activités qui est assez exhaustive, donc ça déjà je trouve que c'est pas mal, c'est aussi pour ça que j'ai retenu cette définition. Mais en même temps, autour de cet exemple de catégorisation officielle, on voit bien à quel point on est loin de rendre compte de la situation des personnes qui sont aidantes. Ces personnes qui sont aidantes, c'est vrai, elles ont un lien affectif avec la personne aidée, une relation parentale, une relation filiale, une relation amicale dans un certain nombre de cas, ou des relations familiales plus étendues. Mais surtout, ce qui caractérise quand même, me semble-t-il, ces personnes aidantes, ces aidants,
qu'on peut tous être à un moment ou à un autre d'ailleurs de nos parcours de vie, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas de formation du tout aux activités d'aide, ce sont des gens qui travaillent sans contrat de travail ni salaire la plupart du temps, ce sont des gens qui font une diversité de tâches. Alors là, je renvoie effectivement aux activités qui sont listées dans la définition officielle, et encore une fois que je trouve relativement complète. Donc il y a une grande diversité de tâches, donc ça veut dire derrière une grande diversité de compétences potentielles, hein. Les enjeux administratifs étant pas des moindres, parce que s'occuper du dossier administratif, financier, fiscal en partie d'une personne en perte d'autonomie ou d'une personne handicapée, c'est très compliqué, ça demande des compétences qui s'acquièrent, il faut du temps. Pas d'horaire, ni de volume horaire, pas de droits sociaux. Hein. Donc il me semble que voilà, j'étais frappé encore une fois par cette définition que j'ai trouvée dans un cette catégorisation que j'ai trouvée dans un rapport de l'IRES et que j'ai reprise telle quelle parce que j'ai pas eu le temps vraiment de creuser, mais j'ai trouvé le hiatus vraiment intéressant à mettre en évidence. Alors juste un tout petit mot sur ce que c'est que ce domaine de l'aidance en France. Alors il y a eu une enquête DREES financée par Adresse il y a quelques années qui chiffre à 8,3 millions le nombre d'aidants en France de personnes en perte d'autonomie ou de personnes avec handicap. Évidemment, c'est un chiffre qui fait hurler un certain nombre d'associations, un certain nombre de connaisseurs du domaine, parce qu'on a là-dedans des gens qui passent une fois par semaine rendre visite à la vieille tante en lui apportant un bouquet de fleurs et qui peuvent se considérer eux-mêmes comme aidants, et puis des gens qui sont cohabitants avec une personne grabataire et qui font les toilettes, qui font les transferts, etc., etc., et qui donc sont dans des situations d'épuisement, etc., qui n'ont juste rien à voir. Bon, alors... Donc, c'est un domaine, si vous voulez, ce domaine de l'aidance dont on commence à parler, qui fait partie des débats publics depuis la fin des années 90, début des années 2000. C'est-à-dire, bon, moi j'ai beaucoup aimé, Clémence, ton approche en termes de process tracing, et ça me donne des idées aussi pour essayer de refaire un travail comme ça, de reconstruction historique. Et alors cette thématique de l'aidance ou des aidants, la visibilisation de la situation de ces personnes, elle est intervenue dans un double contexte, me semble-t-il. Le premier contexte, c'est, en tout cas pour moi, c'est 2001-2002, c'est-à-dire le démarrage de l'APA, hein, l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui a été portée par Martine Aubry essentiellement. Et Martine Aubry, dans ses discours, elle disait voilà, on va faire quelque chose d'important, on va mettre des sous, et effectivement c'est le premier dispositif de soutien à la perte d'autonomie des personnes âgées où il y a un engagement véritable de ressources publiques, me semble-t-il, sans volonté de reprendre l'argent sur succession, etc. Donc il y a un effort de la collectivité nationale sur cette affaire-là, et dans la même phrase, où elle terminait ses phrases en disant « mais c'est la contribution de l'État, on sait très bien que tout ça ne marche pas si les familles font pas leur rôle, jouent pas leur rôle auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. » Donc ça, c'était pour moi la première fois où aussi, de façon aussi explicite, on a lié ces deux actions et où on a donné une place, d'une certaine façon, à ces aidants qui jusqu'à présent étaient pris pour argent comptant, c'est-à-dire on savait qu'ils faisaient le travail, mais il n'était même pas nécessaire de les évoquer dans les débats publics. Et très vite, derrière cette mobilisation et cette visibilisation, il y a eu un débat aussi sur la fatigue des aidants. Il y a eu des tas de rapports, pas d'associations, mais de centres de recherche qui montraient que souvent les aidants étaient plus malades pratiquement que les personnes qui étaient aidées, ou parfois même pour certaines pathologies, ça a été montré à propos d'Alzheimer et des démences, les aidants meurent plus vite que les aidés. Donc cette thématique de l'épuisement des aidants, elle a été, elle a aussi contribué à visibiliser. Donc il y a eu tout un débat autour de la santé, donc l'idée qu'il faut promouvoir des formules de relais, de répit pour les aidants. Il y a aussi une thématique qui est apparue, qui est celle de l'appauvrissement des aidants. Alors ça, c'est une thématique qui est beaucoup portée par le champ du handicap, parce qu'évidemment, les trajectoires, les carrières d'aidants n'ont pas la même emprise sur les parcours de vie que pour les personnes qui sont aidants de parents qui sont en perte d'autonomie. En général, c'est à partir de la cinquantaine, dans un parcours de vie classique, j'ai envie de dire, que les tâches d'aidance émergent dans les vies, alors que souvent les aidants de personnes handicapées, on parle d'enfants handicapés très souvent, donc ça commence
dès l'âge de 25-30 ans, quand les gens ont les enfants à cet âge-là. Bon, après, il y a les accidents, donc il y a toute une pluralité de parcours, mais enfin, disons qu'il y a quand même 2 parcours très typiques. C'est les aidants de personnes âgées qui ont plus que 50 ans, et les aidants d'enfants handicapés qui peuvent avoir une vingtaine, une trentaine d'années, en tout cas commencer leur parcours d'aidant à cet âge-là. Alors du coup, il y a mobilisation, il y a thématisation de cet enjeu, du coup il y a des mobilisations, il y a des associations qui montent et qui portent des thèmes, qui portent des causes d'une certaine façon autour de cette thématique de l'aidance, mais en gros ça tourne autour de ces enjeux que j'ai essayé de lister ici, et vous voyez à partir de cette première liste-là d'enjeux que la question de l'égalité des genres n'y est pas. La question de l'égalité des genres n'y est pas, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et je ne rentre pas dans le détail des dispositifs publics, des grandes lois qui sont importantes. Bon. Alors, pour faire très vite, quand on parle de système d'aide de personnes âgées ou de personnes avec handicap, on est sur l'idée, quand on fait des comparaisons européennes, là c'est des résultats d'une enquête européenne qui s'appelle SHARE, qui est relativement récente, on voit bien qu'on a des poids sur les proches aidants qui sont très contrastés en fonction du niveau de développement, si vous voulez, des dispositifs publics. Alors évidemment au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède, où il y a des systèmes de soutien aux familles, des systèmes d'aide à domicile, des systèmes de cash for care, c'est-à-dire on va donner de l'argent aux bénéficiaires, enfin aux personnes en difficulté. Bon, il y a toute une série de dispositifs variés, mais en gros, quand c'est bien développé, évidemment, les aidants sont moins sollicités que dans les pays d'Europe du Sud, dans lesquels il y a peu de soutien, quoi. Et donc, c'est les familles qui sont absolument en première ligne. Ce qui est frappant en contraste avec cette répartition, cette distribution, avec des écarts qui sont très importants, c'est les écarts qui sont très faibles. Du niveau de participation des femmes, enfin l'impact spécifique sur les femmes en ce qui concerne les tâches d'aide. Vous voyez qu'on est en gros autour de 60%, quoi, hein, entre 58 et 70% peut-être pour l'Autriche, qui serait le pays avec le plus haut niveau. On voit que les femmes sont de toute façon plus impactées. Et ce qui est frappant encore une fois, peu importe que le système professionnel, que le soutien de l'État ou du public soit important ou qu'il ne le soit pas, ça n'explique pas, c'est pas corrélé, me semble-t-il, avec l'autre. Bon. Alors ce que je voudrais dire autour de mon affaire, là, quelle dimension genrée des politiques de l'aidance, c'est que, à mon avis, donc, il faut se poser la question du travail de catégorisation, c'est-à-dire comment l'action publique donne du sens aux situations d'aide, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle reconnaît comme des situations d'aide et comment elle les traite, hein, comment elle les soutient, comment elle les finance, comment elle les indemnise d'une certaine façon. Et puis aussi comment, en interaction avec ces dispositifs d'action publique, donc qui catégorisent, qui finalement formalisent ce que c'est qu'une relation d'aide et le cas échéant ce qu'est une bonne relation d'aide, il y a effectivement le travail de catégorisation, c'est-à-dire d'auto-catégorisation, qui est fait par les individus. Oui, je suis un aidant, une aidante. Oui, mes besoins sont de telle et telle nature. Oui, ils sont couverts ou ils ne le sont pas. Ça génère des inégalités, etc. J'ai besoin de plus de services, etc. Donc ce que je voudrais juste essayer de faire ici, c'est... Alors, peut-être juste un mot quand même sur la recherche, parce que justement, notre recherche, et ça, c'était la commande de la CNSA, elle a 2 volets, un volet action publique, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe en France et comment c'est pensé, comment c'est destiné, à quoi ça sert, quels sont les objectifs. Et de l'autre côté, donc on fait des entretiens approfondis auprès d'une trentaine de personnes qui sont aidants très fortement impliqués dans une relation d'aide, 30 donc en Isère et 30 en Seine-Saint-Denis, donc avec des gens qui sont auprès de personnes handicapées, personnes âgées en perte d'autonomie et qui font le choix de l'indemnisation ou qui ne font pas le choix de l'indemnisation. Et donc dans ce travail, si vous voulez, autour des proches, on va essayer de comprendre comment les gens font sens précisément de leur situation et des dispositifs d'aide et de soutien qui sont mis à leur disposition, avec évidemment une inflexion particulière sur la question de la rémunération, puisque c'est très attendu de la caisse. Alors,
Peut-être juste un mot sur ce qu'on pourrait appeler un référentiel de l'aidance en France, qui est un référentiel qui est en voie de constitution, qui pour moi n'est pas stabilisé, qui n'est pas véritablement formalisé comme ça. C'est plutôt nous qui avons fait ce travail dans l'équipe de reconstitution de ce référentiel de l'aidance, c'est-à-dire quelles sont les grandes lignes d'inscription, quels sont les grands choix qui sont portés autour du soutien aux aidants en France. Enfin, d'une politique de l'aidance d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien ce terme d'aidance, parce que ça permet de ne pas dire aide aux aidants, soutien aux aidants, mais vraiment qu'est-ce qu'on fait avec les aidants, hein, de façon le plus générique possible. Donc justement on voit qu'on retrouve hein, l'idée du soutien aux aidants, mais il me semble qu'on comprend la façon dont une politique de l'aidance est structurée en France si on comprend un choix antérieur qui a été fait, qui est celui du choix du maintien à domicile, pour toute une série de raisons. Je ne veux pas rentrer dans ces raisons maintenant. Alors, une fois qu'on a fait ce choix du maintien à domicile des personnes âgées, et souvent des personnes handicapées, ma foi, ça a une implication, il faut s'occuper des aidants. Donc, c'est articulé, me semble-t-il, ce choix-là, autour de 3 points clés du référentiel. Premièrement, le libre choix de l'aide, et je pense que ce registre du libre choix, qu'on ait travaillé sur le handicap, sur les personnes âgées ou sur la garde des jeunes enfants, c'est un vocabulaire qu'on retrouve. Il faut que tout le monde soit libre des modes de garde, des modes de prise en charge quand on est soi-même impacté par une perte d'autonomie. Donc libre choix de la nature de l'aide, mais aussi libre choix pour les aidants de rentrer dans une relation d'aide ou de ne pas rentrer dans une relation d'aide. Deuxième élément de ce référentiel, le soutien aux aidants. Ça, je l'ai dit, et je pense que c'est ce qui est le plus clair par rapport à ce que j'ai présenté comme enjeu de thématisation de cette affaire. Et puis le troisième élément, parce que tout ça est venu quand même percuter le début des années 2000 avec l'idée que les femmes devaient être présentes sur le marché du travail. Et là, je pense que la question du genre, elle rentre, à mon avis, même si j'ai fait le choix à ce stade-là, mais plutôt consciemment, de ne pas expliciter la question du genre, mais là c'était vraiment la question de favoriser la conciliation entre aide et vie professionnelle. On retrouve la même chose comme une recommandation européenne entre vie professionnelle et maternité, parentalité on va dire, et plus spécifiquement donc dans ça s'applique ou ça vient se décliner du côté de la perte d'autonomie, donc les aidants doivent rester des actifs. Voilà, quand ils sont en âge de travailler, il faut qu'ils restent sur le marché du travail. Donc ça c'est percuté par d'autres. Bon alors je détaille pas, si vous voulez, des mesures, mais qui sont liées avec les différentes lois, la loi sur l'APA, la loi sur le handicap de 2005, la loi sur la préparation de la société au vieillissement, l'accompagnement de la société au vieillissement, la préparation, je ne me souviens plus. Donc il y a toute une série de dispositifs, je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour parler plus du référentiel et pas prendre trop de temps. Mais en tout cas, ce qui m'a semblé plus intéressant aussi peut-être pour continuer dans la veine de ce qu'a présenté Clémence, donc sur à la fois des éléments clés du référentiel, mais aussi quel type de clivage ça vient susciter dans la société, c'est-à-dire quel type d'opposition ça rencontre, et qui sont portés. Alors là, dans ce domaine, perte d'autonomie, handicap, on est dans un domaine qui est quand même moins publicisé que l'a été celui du cas de Clémence, où il y a eu vraiment des débats publics auxquels on a tous été exposés quand on a habité en France depuis le début des années 2000. Ça a été vraiment très important. Je pense que là, on est quand même dans un domaine qui est plus cantonné à des enjeux, à des secteurs, à des sous-secteurs de la société qui sont plus spécifiques, j'ai envie de dire. Donc c'est moins les partis politiques qui s'emparent de ce genre d'enjeux, même si quand on regarde les débats parlementaires, évidemment, on trouve des choses, mais c'est quand même surtout le champ associatif. Alors du côté de la liberté de choix, c'est surtout du côté du handicap qu'il y a beaucoup d'opposition à cette affaire-là. Les gens disent dans le handicap, il n'y a pas de véritable liberté de choix, tant les structures collectives d'accueil des personnes avec handicap, et notamment des enfants, sont insuffisantes, sont sous-financées, sont dysfonctionnelles. Donc en réalité, il n'y a pas liberté de choix pour les parents, par exemple, d'enfants en situation de handicap, mais il faut que ce soit les parents qui s'y collent. Sinon, ça veut dire qu'on confie les enfants à des structures qui ne fonctionnent pas.
hein. Donc liberté de choix n'existe pas, et c'est voilà, c'est un objectif dont on est bien loin. Du côté du soutien aux aidants, alors il y a toute une série d'oppositions, pour ça peut-être que ça aurait été intéressant quand même de présenter les instruments, mais il y a toute une série d'instruments, d'opposition pardon, à la rémunération. C'est-à-dire il y a des tas d'associations qui disent les aidants ne sont pas là pour s'occuper de la toilette de leurs parents, par exemple, mais ils sont là pour aimer leurs parents. Donc on a des enjeux définitionnels, c'est pour ça que je parle de travail de catégorisation. Un proche, c'est un aimant, ça n'est un aimant au sens d'aimer, mais ça n'est pas autre chose, mais ça n'est pas un aidant au sens de, c'est pas un infirmier, une infirmière, c'est pas une aide ménagère, etc. Voilà. Donc ça c'est un clivage qui pour moi est d'un ordre éthique, et ça c'est très net. Dans le champ de l'associatif, il y a des gens qui sont tout à fait favorables à la rémunération, d'autres qui sont absolument hostiles, et de façon très véhémente. On voit bien quand on conduit des entretiens que ce n'est pas des minces affaires, que c'est des enjeux qui sont extrêmement sensibles. Il y a beaucoup de critiques des formes et des niveaux de rémunération, ça vient beaucoup du champ du handicap, où les gens sont très rarement salariés. Il faut vraiment que les investissements auprès des enfants handicapés, enfin des personnes handicapées, soient très importants. En général, les gens sont dédommagés, donc ça veut dire 3,50 € ou 5,50 € de l'heure, alors que tout le monde sait qu'un service à domicile, ça coûte 25 €. Donc il y a des problèmes, et évidemment là aussi de catégorisation. Mon travail vaut 5,50 € quand j'ai réduit mon activité professionnelle, sinon c'est 3,50 €. Et je sais que sinon ça coûte à l'État, enfin à la collectivité, 25 €. Bon. Donc il y a aussi beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'hostilité autour de cet enjeu-là. Et puis les enjeux de coordination entre les professionnels et les aidants, bon ça évidemment. Et puis au niveau de la conciliation, tous les dispositifs de répit sont critiqués parce qu'ils sont beaucoup trop faibles et ils sont vraiment insuffisants. Donc c'est un référentiel que je considère comme ambivalent parce qu'il est assez peu formulé, il est très contesté, et puis il ignore la dimension du genre, justement. Or, la dimension du genre, on voit bien qu'elle est massive. Ça, c'est l'enquête Cher à nouveau. On voit bien... Alors, quand on regarde la proportion homme-femme au niveau européen, et la France est à peu près à la moyenne, on est en gros sur 56-44, quelque chose comme ça. Donc on a l'impression que les hommes sont presque aussi présents dans des tâches d'aide. Mais quand on regarde comment ça se décompose en termes de poids, les hommes sont souvent ceux qui passent 1 heure, et les femmes sont celles qui font des investissements, consentent des investissements qui sont beaucoup plus lourds, desquels les hommes sont quand même pas complètement absents. Vous voyez, 27% d'hommes à plus de 8 heures jour. Donc ça veut dire que, bon, les aidants hors ménage, donc on n'est pas dans des relations de couple ici. Bon, il y a des tas d'autres exemples de ce type. Là, ça c'est l'enquête française, 46% d'hommes, 54% de femmes participent, s'auto-catégorisent comme aidants, mais en même temps, vous voyez que quand on se place du point de vue de qui vous apporte votre aide, c'est-à-dire question à poser à l'aider, c'est 80%, dans 80%, le proche aidant est une femme, enfin 80% du volume, pardon, est apporté par une femme, et 20% seulement est apporté par un homme. Donc il y a vraiment quand même un hiatus extrêmement important sur le niveau, bon, et je reviens pas, là, il y a des travaux très intéressants faits par des collègues sur les calendriers, quand viennent les hommes, les femmes, etc., en fonction des niveaux de qualification. C'est des travaux qui sont très fins, qui sont très intéressants. Alors j'en arrive, et j'essaye de conclure sur la question de l'invisibilisation ou l'invisibilité des enjeux de genre dans cette affaire. Alors paradoxalement, en fouillant un petit peu les lois, je me suis rendu compte que dans la loi handicap 75, qui est la loi qui a créé l'allocation compensatrice de tierces personnes, donc la CTP, qui est un dispositif qui existe encore et qui était là aussi une loi révolutionnaire sur le handicap en France, sans doute au même niveau que la loi de 2005, donc cette loi de 75 a été très importante. Et elle comprenait un dispositif qui était strictement alors genré pour le coup, puisque les femmes, les mères, étaient reconnues dans leur rôle, enfin étaient reconnues. On reconnaissait, le législateur a reconnu le caractère massif de l'investissement des mères en comparaison des pères dans la prise en charge des enfants avec handicap, et donc on accordait l'affiliation à l'assurance vieillesse spécifiquement aux femmes. Donc.
Alors pourquoi comment expliquer l'invisibilisation des enjeux de genre autour de ce travail des aidants? Parce qu'il me semble qu'on est aussi dans les incertitudes autour du travail d'aide et de soins à domicile. Donc Annie, tu l'as bien montré, Florence Weber aussi. On voit bien qu'autour de ces travaux-là, ces activités qui interviennent à domicile, on est dans une espèce de continuité du travail domestique aussi, donc ça ne se rémunère pas. Le travail domestique, ça ne se reconnaît pas, on n'accorde pas de droit spécifique au travail domestique. En tout cas, il y a une grande incertitude sur ce travail domestique. Et puis, il y a le fait du coup que les femmes sont tellement dans leur rôle d'aidante, c'est-à-dire c'est tellement naturel selon les stéréotypes, d'être pour une femme dans ces activités qu'il y a une non-catégorisation, il y a une non-auto-reconnaissance de ce travail, de la charge, du poids que ça représente. Et donc, il n'y a pas de revendication derrière. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé donc, auprès des associatifs, aussi auprès des associations de parents, parce que les parents, comme vous le savez, sont très présents sur le champ du handicap, c'est que la question du genre n'apparaît pas spontanément dans les discours. Quand on fait des entretiens, et si on ne sollicite pas les gens, et si on sollicite les gens, ils vont parler de leur expérience personnelle, mais ils ne vont pas être dans le registre du public, c'est-à-dire ils ne vont pas porter. Donc c'est comme si cet enjeu du genre, dans une perspective parentale, elle n'était pas pertinente. Voilà. Alors, je voulais citer aussi des travaux de Blanche Le Billon et de Claude Martin qui ont fait aussi des entretiens approfondis auprès d'aidantes. Ils ont travaillé seulement auprès des femmes. Donc ils ont trouvé 3 motifs auprès de ces femmes qui sont aidantes et qui sont des motifs contradictoires. Donc on voit bien que les gens sont pris en tension. On souhaite préserver son autonomie, son identité, c'est-à-dire on ne veut pas laisser son activité de travail. On veut en même temps rendre à la personne soignée, souvent quand il s'agit d'un parent, puisqu'on considère que comme enfant on a été élevé, on a été soigné par son parent, donc on est redevable de ce qu'on a reçu. Et puis le troisième enjeu, c'est les obligations sociales, morales. Oui, un enfant fait ça, c'est-à-dire il s'occupe de ses parents vieillissants, et d'autant plus une femme, bien évidemment, c'est même pas forcément la peine de le dire. Donc moi ce qui me frappe au niveau où j'en suis, c'est-à-dire c'est vraiment pas abouti comme réflexion, dans l'analyse, c'est qu'il y a un vrai hiatus entre des normes que j'ai appelées ici des normes éthiques, je ne suis pas absolument sûr de l'emploi de ce terme, mais en tout cas, des normes éthiques qui sont mobilisées par les individus en termes d'autonomie. Alors, je pense qu'il faut distinguer l'obligation, enfin, le fait de rendre, ça renvoie à une dette filiale quand ça s'adresse à des parents, mais à des obligations de parentalité quand c'est des enfants handicapés. Et puis, il y a ces normes sociales. Donc ça, c'est des normes qui sont éthiques, me semble-t-il. Et puis, de l'autre côté, il y a des normes publiques qui sont donc reprises dans les discours publics, sur lequel le référentiel d'action publique s'appuie, mais même si elles sont contestées, et c'est celles que vous retrouverez, c'est-à-dire tâches publiques auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, oui, il faut s'occuper de ces personnes, oui, il y a des besoins qui sont très importants, évidemment c'est légitime, la question de la présence sur le marché du travail, et la question de la liberté de choix, même si c'est une question qui est très contestée, alors que la question de l'égalité de genre dans les danses n'est pas mentionnée, même par les associations qui sont le plus virulentes, j'ai envie de dire. Donc le mystère n'est pas résolu, je suis désolé, c'était très maladroit de dire pourquoi l'enjeu de genre, comme si j'allais donner une réponse. Là je ne montre pas du tout pourquoi, mais j'essaye de montrer comment. Et il me semble que ce qui est quand même intéressant de regarder, me semble-t-il, c'est d'essayer et j'espère que notre recherche donnera des résultats de ce point de vue-là, c'est-à-dire d'essayer de montrer comment l'action publique fait du sens pour les personnes et comment les motifs, les oppositions, les frustrations se retrouvent en fonction des modes de catégorisation par l'action publique. Excusez-moi, j'ai été trop long. Mais j'ai terminé. Merci.